Hey, bonjour tout le monde, salut, bonne semaine, bonjour à mes élèves de mon cours Monde contemporain et éducation financière. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous accomplissez les buts que peut-être que vous vous êtes fixés dans ce genre d'école à la maison. Écoutez, c'est ça, donc c'est la vidéo cette semaine pour éducation financière. Donc, Monde contemporain est pas mal maintenant terminé. Donc, tout ce qu'on avait à faire pour le côté monde contemporain est terminé. Là, maintenant, on va embarquer dans l'éducation financière. Et encore cette semaine, la vidéo, c'est M. Ménard qui va vous la faire pour les raisons que je vous ai expliquées la semaine dernière pour mon cours de monde contemporain et éducation financière. C'est M. Ménard qui s'occupe de faire justement les vidéos parce que moi, je m'occupe de faire les vidéos pour mon cours à option. Mais ça ne veut pas dire que je m'attarde pas à vous, hein, je m'attarde beaucoup. D'ailleurs, je veux vous féliciter vraiment parce que je suis vraiment excessivement fier de vous. J'ai eu, et là je veux juste, peut-être que je suis rendu à quelque chose de parfait, là. Je veux juste être sûr là, pendant que je vous ai avec moi. Fait que je vais regarder. Non, ben pas encore, c'est pas pire, mais j'ai quand même 19 sur 20, donc j'ai 19 travaux, 19 personnes sur 20 qui sont venues et qui ont remis des travaux. Wow, je suis vraiment très fier de vous parce que je dois vous avouer que j'avais pas un grand espoir parce que pendant tout le temps avant le 19 mai, je vous avais vu 0 fois, il y avait personne ou presque qui m'avait remis des travaux. Alors là, vraiment, je suis très très fier et là, je pense que je commence à reconnaître le magnifique groupe que j'avais et j'avais beaucoup de plaisir avec vous, hein, puis je pense que je l'ai vu là cette semaine et j'ai corrigé tout ce que j'avais à corriger. Donc si vous allez voir, donc j'ai corrigé et l'analyse de caricature et le texte et questionnaire. Là évidemment là, cette semaine je vais m'attarder à corriger votre travail sur la série que j'ai reçu là, puis le travail sur la série, j'en ai reçu 13. J'en ai reçu un petit peu moins. Mais c'est pas grave, il vous reste encore du temps pour me remettre tout ça. Donc, cette semaine, comme d'habitude, dans le plan de travail, donc très rapidement, donc plan de travail donc du 1er au 7 juin. Alors voici c'est ce que vous avez à faire. Donc premièrement, je vous demande d'aller télécharger les notes de cours du chapitre Les normes du travail qui se situent ici là. Donc là vous allez voir vous ça va être disponible là, ça l'est pas encore au moment où j'enregistre ceci, mais vous avez les notes de cours ici pour les normes du travail. Oui, c'est ça, donc les notes de cours pour les normes du travail qui sont juste ici. Et vous avez le PowerPoint qui est également là, mais qui va être présenté par Monsieur Ménard, OK? Et le travail que vous allez avoir à faire, c'est un questionnaire, donc c'est 16 questions à choix de réponse en lien avec ce que M. Ménard va vous présenter sur les normes du travail, qui est un super et très, très, très cool je pense, chapitre que j'avais très hâte de vous présenter parce que les normes du travail, c'est les règles que vos employeurs sont supposés suivre lorsqu'on travaille minimalement. Et à chaque année, j'avais toujours de magnifiques histoires et des histoires d'horreur parfois de certains employeurs de la région qui ne suivent pas certains éléments des normes du travail. Fait que M. Ménard va vous donner ces informations-là. Fait que, outre le fait que c'est un travail obligatoire pour l'école, je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses. Alors, vous prenez les notes et ensuite, quand vous êtes prêt, vous faites le questionnaire, 16 questions. Je vous donne 30 minutes pour faire le questionnaire, ce qui est très suffisant. Vous allez avoir vos notes à côté de vous. Donc, c'est tout ce que vous allez avoir à faire. Puis moi, ça va m'aider parce que je n'aurai pas de 30 corrections parce que la note, comme d'habitude, comme un genre de petit examen Moodle, vous allez avoir la note qui va vous apparaître dans votre face. Alors voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour moi cette semaine. Donc, je vous amène tout de suite à M. Ménard qui va maintenant vous en apprendre plus sur les normes du travail. Fait que je vous remercie beaucoup pour votre participation. N'hésitez pas si vous avez des questions sur Teams, par courriel. Je suis toujours disponible les mardis et mercredis de 10h à midi sur Teams en direct si vous avez, puis ça peut pour me voir, me parler directement avec un micro ou si vous voulez, ça peut être juste avec un petit clavardage, il n'y a pas de problème. Je suis là pour vous aider, je suis là pour vous épauler jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est ça, bonne semaine. Monsieur Ménard, je vous laisse la place, c'est à votre tour.
Bonjour à tous pour cette semaine 3 de l'école à la maison. Alors bonjour à mes élèves, aux élèves de M. Lafrenière, aux élèves de Mme Derry, de Mme Bouchard ainsi que Mme Chicoine. Donc merci d'être avec moi pour les explications de la semaine 3. Mais avant de passer au nouveau matériel de cette semaine, j'aimerais vous féliciter encore une fois pour votre participation en monde contemporain la semaine 2, le texte sur la Syrie. Alors très impressionné encore une fois. D'ailleurs, j'ai commencé à regarder, à lire vos textes sans nécessairement les corriger. C'est extrêmement intéressant. Et deux, j'ai pas trouvé encore beaucoup d'élèves qui ont osé appuyer les bombardements de Donald Trump. Donc, j'ai hâte de voir à la lecture tous les textes si ce sera le cas. Mais pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup qui ont osé se prononcer en faveur du bombardement. Donc, pour la semaine 3, on laisse de côté les travaux. En semaine 1 et 2, c'était des travaux à faire à la maison. Et là, on va revenir à quelque chose d'un petit peu plus classique, c'est-à-dire un enseignement magistral. Donc, je vais enseigner, je vais expliquer à l'aide d'un diaporama et vous allez pouvoir prendre des notes de cours. C'est sûr qu'à première vue, ça n'a pas l'air aussi dynamique que ce qu'on pourrait faire en classe. Quoique, si je me fie à votre participation de cette année, peut-être qu'on ne verra pas une grosse différence. Hein. Souvent, j'ai eu beaucoup de cours où les mains étaient peu levées pour me poser des questions. Alors, on verra si vous trouvez ça moins dynamique que cette année en classe. Une fois que vous aurez pris vos notes de cours, regardé la matière un petit peu, il y aura une évaluation. Pour moi et M. Lafrenière, ça va être un quiz qui sera accompagné sur Moodle. Vous aurez droit donc à tout votre matériel, vos notes de cours, vous aurez accès au diaporama. Par contre, il y a juste une tentative, naturellement, et vous aurez aussi un temps limite. Donc, vous ne pouvez pas étirer ça sur plusieurs heures, aller vérifier, contacter vos amis pour avoir les réponses. Alors, il y aura un temps limite pour l'examen. Et si vous commencez l'examen, assurez-vous d'avoir le temps de le compléter. Je sais que ce n'est pas évident le partage de matériel là, avec le confinement, avec les parents aussi qui travaillent de la maison. Donc, assurez-vous d'avoir une plage horaire disponible à vous sans être dérangé, parce que vous avez un seul essai et qu'il y a un temps limite là, pour l'examen. Au niveau des outils maintenant, qu'est-ce que vous avez? J'ai déposé sur Moodle, comme vous voyez ici, des notes de cours. Donc, c'est 4 pages de notes de cours pour vous aider à suivre les explications et les diaporamas. Je suis conscient que ce n'est pas tout le monde qui a accès à une imprimante, et si vous êtes comme moi, il manque souvent d'encre dans l'imprimante. Vous pouvez aussi, si vous avez une mémoire phénoménale, juste écouter, quoique j'en doute. Il y a beaucoup de petits détails cette semaine. Alors, si jamais vous n'avez pas accès à une imprimante, je vous invite à prendre tout simplement des feuilles mobiles et à noter les informations là, sur une feuille mobile. Ça va vous être très utile pour faire le quiz par la suite. Et l'autre chose à laquelle vous avez accès, je vous l'ai dit tantôt, c'est le fameux diaporama. Donc, il faut aller le consulter sur Moodle. Je l'ai mis en version PowerPoint. Si vous n'avez pas le logiciel, je l'ai mis en version PDF aussi. Alors, selon l'appareil que vous utilisez, ça va peut-être être plus facile de le consulter. Donc, les normes du travail, c'est le chapitre 6 que nous aurions fait en classe. C'est probablement le chapitre le plus, je vous dirais, concret cette année, parce que la plupart d'entre vous travaillez ou allez travailler cet été ou allez travailler dans les prochaines années, et même allez être un jour peut-être entrepreneur, propriétaire d'entreprise. Donc, c'est vraiment extrêmement intéressant, extrêmement concret, et ça va peut-être aider à répondre à plusieurs questions que vous avez. Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui n'est pas permis? Qu'est-ce que mon patron a le droit de faire? C'est sûr qu'il y a des sites web qui existent, il y a le site des normes du travail, il y a Éducalois qui peut vous renseigner, mais je pense que c'est quand même bon d'avoir une base de connaissances en matière de normes du travail pour être capable de dialoguer avec son patron, puis se faire respecter, parce que je ne vous le cacherai pas, il y a des patrons qui vont tenter d'abuser de vous, surtout du fait que vous êtes étudiant. Je l'ai entendu tellement souvent des élèves me dire « Ah non, ça ne s'applique pas, mon patron me dit que j'étais étudiant, donc je n'ai pas le droit à telle ou telle norme du travail. » Alors, on va voir que ce n'est pas vrai, il n'y a rien dans votre statut d'étudiant qui vous disqualifie. Tout le monde qui travaille, qu'ils aient 12 ans ou qu'ils aient 70 ans, ont droit aux mêmes normes du travail. Donc, c'est un chapitre extrêmement intéressant. Il y a beaucoup de petits détails, donc je vous encourage à prendre des notes naturellement pour être capable de procéder au quiz par la suite. Donc, la loi des normes du travail, elle existe, c'est assez récent dans l'histoire, parce que si vous avez fait vos cours d'histoire de secondaire 4, où vous avez en mémoire les conditions de travail dans les usines à l'époque, à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, c'était atroce. C'était des journées de très très longues journées de travail, des semaines de 6 jours, des 60 à 70 heures par semaine, 15 heures. On a souvent parlé des enfants qui travaillaient enchaînés aux machines. Alors, on est passé de ça, il y a à peine 2 siècles, à quelque chose d'un petit peu mieux. L'école est obligatoire maintenant, alors qu'avant, on faisait travailler les enfants dès l'âge de 10 ans dans les manufactures. Donc, c'était quand même pas génial côté conditions de travail. Heureusement, ça a beaucoup évolué depuis ce jour-là. Et au Québec, ce qui encadre le droit des travailleurs et le droit aussi des patrons, des entreprises, c'est la loi sur les normes du travail. Donc, si un jour vous
décidez de devenir avocat et faites du droit, ça pourrait être un domaine dans lequel vous vous spécialisez. Les normes du travail et le droit du travail. Donc, vous devez noter ce qui est souligné à l'écran, hein, dans votre PowerPoint, là, ceux qui suivent avec les notes de cours. Chaque fois, habituellement, qu'il y a quelque chose à noter, ben, c'est souligné. Donc, ça protège la plupart des travailleurs. Ça encadre et ça dicte les conditions minimales que les employeurs doivent respecter. Donc, il faut vraiment le voir comme le plancher. On ne peut pas descendre en dessous de ça, que ce soit au niveau du salaire, au niveau des autres conditions. Tous les patrons doivent respecter minimalement les normes du travail. Donc, personne ne peut aller en bas de ça. Il y a certains métiers, par contre, qui ne sont pas protégés par les normes du travail. Je sais que certains d'entre vous, entre autres, donnent des cours là, en gymnastique à Vaudreuil, là, chez Jiminy. Donc, un organisme à but non lucratif n'est pas obligé d'appliquer les normes du travail. J'ai déjà vu des camps de jour, ou c'est pas des camps de jour, mais des camps de vacances, des colonies de vacances qui étaient des organismes à but non lucratif. Donc, ces entreprises-là, ou ces entreprises-là ne sont pas obligées d'appliquer les normes du travail. Naturellement, les travailleurs autonomes ne sont pas visés par les normes du travail. Ce sont leurs propres employeurs. Un travailleur autonome, c'est quelqu'un qui travaille seul. Ça peut être une coiffeuse, une massothérapeute. Donc, naturellement, elle ne pourrait pas se poursuivre elle-même pour ne pas s'octroyer les normes du travail. Donc, ça ne fonctionnerait pas. Gardiennage d'enfants, on me l'a souvent demandé. Vous savez qu'on ne donne pas du tout le salaire minimum quand on fait du gardiennage d'enfants. Donc, ce n'est pas couvert par les normes du travail. Entre autres, ici, au niveau du salaire. Les stagiaires non plus ne sont pas couverts. Donc, moi, je me souviens d'avoir fait mon stage en enseignement pendant le dernier, entre autres, le 2 mois et demi, pour ne pas reçu de salaire. Quoique là, c'est très, très discuté. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants universitaires qui réclament d'être payés pour faire des stages, mais je ne connais pas de métier encore là où c'est le cas. Mais je sais que c'est un mouvement là, depuis quelques mois, quelques années de jeunes là, étudiants universitaires ou de cégep qui désirent être payés pour faire leur stage. Ensuite, naturellement, lorsque vous êtes cadre, membre de la haute direction, je pense à un directeur d'école, directeur adjoint. On n'est pas couvert par les normes du travail. Ce sont des emplois où ça se peut qu'on fasse un nombre incalculable d'heures. On ne pourra pas réclamer d'heures supplémentaires à ce moment-là ou du temps et demi. Donc, les patrons, les boss ne sont pas couverts là, par les normes du travail. Quand vous travaillez dans une ambassade ou un consulat au Québec, par exemple, le consulat américain à Montréal, donc les employés du consulat ne sont pas soumis aux normes du travail du Québec. Une ambassade, un consulat est un territoire étranger, finalement, ou un bout de territoire en territoire étranger. Donc, les gens à l'intérieur, si je pense à Ottawa, entre autres, il y a beaucoup d'ambassades là. Alors, les gens qui travaillent à l'intérieur des ambassades ne sont pas soumis naturellement aux normes du travail du Québec, parce que c'est pas au Québec, là, mais à celles de l'Ontario ou même du Canada. Et finalement, on va le revoir un petit peu plus tard, tous les travailleurs qui travaillent pour une entreprise régie par des lois fédérales, entre autres le transport ferroviaire, ici on le voit, ne sont pas soumis aux normes du travail du Québec, même si c'est en territoire québécois. Ils vont être soumis à un autre code de loi qu'on verra un petit peu plus tard là, dans la présentation. Donc, qu'est-ce que ça touche, les normes du travail? Ça touche énormément de choses et parfois, on dirait que ça a négligé certains aspects. Donc, ça touche le salaire minimum, vous devez l'écrire, ça touche les vacances, ça touche les jours fériés, la durée normale d'une semaine de travail aussi, votre droit de vous absenter, l'uniforme, est-ce qu'un patron a le droit de vous faire acheter un uniforme, de vous l'exiger, oui ou non? On va voir ça tantôt. La formation, est-ce qu'on doit vous payer pour un entraînement, pour un training, pour une formation? On va voir ça tantôt. Souvent, j'ai entendu des patrons dire ça, c'est un entraînement, tu es en période d'essai, je ne suis pas obligé de te payer pour une journée ou deux. On verra que c'est faux. Bris de matériel, vous brisez quelque chose au travail, est-ce que vous devez le rembourser? Question à laquelle on va répondre tantôt aussi. Et ça va toucher le travail des enfants. Alors, vous allez être surpris d'apprendre qu'il n'y a pas d'âge minimum pour faire travailler un enfant au Québec. Donc, quelqu'un qui a 10, 12 ans, 9 ans à la limite pourrait travailler. Mais on verra tantôt qu'il y a d'autres limites quand même qui protègent les enfants. Et tout ça, fait partie des normes minimum à respecter par les employeurs. Par contre, sachez que, et ça c'est très important, les gens qui sont syndiqués, les gens qui sont protégés par un syndicat, par exemple les enseignants, les fonctionnaires aussi, ben eux ont habituellement, en plus des normes du travail, une convention collective, c'est-à-dire un contrat qui régit leurs conditions de travail et qui va leur donner plus d'avantages encore que les normes du travail. Fait que vous avez le plancher qui est les normes du travail, puis par-dessus ça, habituellement, les gens qui sont syndiqués vont avoir encore des meilleures conditions de travail, donc souvent des meilleurs salaires, un salaire plus élevé quand ils font des heures supplémentaires, plus de vacances, plus de congés, ou un patron pourrait décider d'offrir plus que les normes du travail aussi. On l'a vu dans les dernières années avec la pénurie d'emploi. Donc, les normes du travail, c'est vraiment le minimum. Un patron peut aller au-delà de ça pour attirer des employés. Et les gens donc qui sont syndiqués, ben, en général, ont de meilleures conditions de travail que les gens qui sont non syndiqués.
Le salaire minimum évolue. Hein. Chaque année, l'objectif du gouvernement, c'est de garder le salaire minimum à 50% du salaire médian du Québec. Donc, il est rendu depuis le 1er mai, c'est à tous les 1er mai là, de chaque année, la fête des travailleurs, qu'on modifie le salaire minimum. Donc, il est rendu à 13,10 $. Vous avez dû vous en apercevoir sur votre talon de paye là, du mois de mai pour ceux qui travaillent. Donc, 13,10 $ pour les employés réguliers. Et ceux qui sont à pourboire, c'est toujours un petit peu plus bas. Il y a un deuxième salaire minimum, donc c'est 10,45 $ de l'heure parce que ces gens-là reçoivent du pourboire. Et souvent, le pourboire peut être pratiquement plus intéressant là, que l'argent qu'ils font là, avec leur salaire horaire régulier. Et voilà. Donc, chaque année, le gouvernement ajuste le salaire minimum pour qu'il soit 50% du salaire là, médian au Québec. Et c'est le 1er mai que c'est modifié. Maintenant, le salaire minimum s'applique aussi à des emplois pour lesquels on pourrait penser que ça ne s'applique pas. Par exemple, ceux qui sont dans la vente, qui sont payés à commission. On ne peut pas dire à un vendeur de voiture, désolé, là c'était la pandémie, dernièrement, tu n'as pas vendu de voiture, donc je te donne un salaire qui fait en sorte que tu ne reçois pas le salaire minimum. Non. Alors même quelqu'un qui est un vendeur ou à commission doit recevoir au moins le salaire minimum. Même chose pour les gens qui produisent, par exemple, dans le textile, là, ceux qui font on en fait peu au Québec, mais il y en a encore, là, ceux qui font des vêtements, des t-shirts. On ne peut pas dire, tu étais moins productif, tu as fait moins de pièces de vêtements, moins de morceaux de vêtements, pardon, donc tu vas recevoir moins que le salaire minimum. Non, c'est pas possible. Le salaire minimum s'applique quand même. Et même ceux qui sont payés là, au rendement, on pense aux cueilleurs là, dans les champs, le salaire minimum aussi s'applique. Eux peuvent aller chercher encore plus de sous là, si leur rendement est plus élevé, mais on ne peut pas faire descendre ça là, sous le salaire minimum. Puis un employeur ne peut pas vous dire, je te donne des avantages, donc je baisse ton salaire. Par exemple, je ne sais pas, je te paye un stationnement, ou je te paye le stationnement parce que c'est à Montréal, au centre-ville, ou je t'offre tel ou tel extra, donc je me permets, au lieu de te donner 13,10 $, de descendre ça à 12,50 ou 12 $. C'est non. On ne peut pas faire ça. Je pense à une compagnie de téléphonie cellulaire qui vous dirait, par exemple, là, on t'offre un forfait gratuit pour le mois, donc je me permets de diminuer de 1 $ de l'heure ton salaire. Malheureusement, c'est pas possible. C'est le salaire minimum qui s'applique. Est-ce que c'est possible de gagner moins que le salaire minimum? Oui, malheureusement, pour les entrepreneurs ou les travailleurs autonomes. Naturellement, quand on part une entreprise, les premiers mois, les premières années, c'est pas toujours hyper rentable. Et beaucoup vont travailler des heures de fou, là, vont travailler des 20 heures par jour, 7 jours par semaine dans les premières semaines pour démarrer une entreprise. Ce qui fait que si on ramène ça à l'heure, ça peut être 5, 10 $ de l'heure. Alors oui, c'est possible de faire moins que le salaire minimum, mais les travailleurs autonomes, vous le savez, ce sont leurs propres patrons, donc ils ne sont pas soumis aux normes du travail. Maintenant, les vacances, ça peut vous intéresser. À combien de vacances ai-je droit? Combien de jours de vacances par année? Donc, vous avez un petit tableau à compléter là, sur vos notes de cours. C'est vraiment le nombre d'années de service ou de mois de service, là, si c'est récent, qui vont déterminer à combien de jours de vacances vous avez droit. Donc, si ça fait moins d'1 an que vous êtes pour votre employeur, vous avez droit à 1 jour de congé par mois de service jusqu'à un maximum de 2 semaines. Mais c'est pas 2 semaines, c'est pas 14 jours. Là, on n'inclut pas les week-ends là-dessus. Donc, ça va vous donner 10 jours maximum de congé. Et vous n'êtes pas obligé de les prendre, ces vacances-là. Si vous arrivez au bout de votre année de vacances, habituellement, c'est le 30 avril, là, la fin des années de vacances, et vous dites, moi, je suis étudiant, je n'ai pas besoin de prendre de vacances, à ce moment-là, c'est qu'on va vous les payer. On va vous les donner là, sur votre paye du mois de mai. Votre patron devrait s'informer puis vous demander, est-ce que tu veux recevoir tes vacances en journée de congé ou tu veux tout simplement te les faire payer? Parce que c'est pas l'année civile qui compte pour les vacances. Là, de mémoire, ça va du 1er avril au 31 mars de l'année suivante, là, ou du 1er mai au 30 avril là, de l'année suivante. Ensuite, quand ça fait de 1 an jusqu'à 3 ans que vous êtes au service là, de votre entreprise, on tombe à 2 semaines de vacances. Quand ça fait 3 ans et plus, là, vous tombez à 3 semaines. Ça a été modifié dernièrement. Là, il y a quelques mois, c'est encore 5 ans et plus pour avoir 3 semaines. Par contre, je vous l'ai dit tantôt, votre patron peut vous offrir plus que ça. S'il est généreux, s'il veut attirer des employés ou faire de la rétention de personnel, il peut vous offrir plus que ça. Puis dans le taux d'indemnité, c'est le pourcentage que vous allez recevoir. Fait que si vous êtes jusqu'à 3 ans, là, vous allez recevoir 4% de votre salaire en congé de vacances. Et si ça fait plus de 3 ans, vous allez recevoir votre 6%. Et le fameux 4% a donné une expression. Souvent, quand vous faites congédier, vous allez entendre les personnes plus âgées dire « j'ai reçu mon 4%. » En réalité, ce n'est pas un cadeau qu'on vous donne parce que vous êtes parti. C'est tout simplement l'argent qu'on avait accumulé pour vos vacances, qu'on avait mis de côté à votre nom, qu'on vous verse parce que là, soit vous avez quitté votre emploi ou on vous a mis à la porte. Là. Alors, d'où vient
bien l'expression, le fameux 4%, mais il faut éviter de voir ça comme un cadeau de l'employeur. C'est de l'argent qui vous revient, qu'on avait mis de côté pour vous là, durant l'année de travail. L'autre chose qui est assez particulière, les employeurs ont le droit de décider de vos dates de vacances. Peu le font parce qu'on veut garder nos employés, on veut les rendre heureux, que les gens soient satisfaits et demeurent dans notre entreprise. Mais un employeur pourrait choisir lui-même vos vacances et vous dire voici, tes vacances sont là et là. Mais en général, ça ne se passe pas comme ça. Les employeurs consultent les employés, puis c'est souvent en ordre d'ancienneté. Les plus anciens vont choisir leurs vacances, habituellement l'été, au mois de juillet ou au mois d'août, avec les enfants. Et les autres vont avoir moins de choix. Mais techniquement, selon les normes du travail, un employeur pourrait décider de vos dates de vacances. Les jours fériés maintenant, il y a heureusement pour les employés des jours dans l'année où en principe on ne travaille pas. Puis on verra tantôt que si on travaille, on reçoit un beau petit bonus. Alors Noël, c'est un jour férié très connu, le jour de l'an le 1er janvier, l'Action de grâce qui est toujours le deuxième lundi d'octobre, qui n'est pas en même temps que l'Action de grâce aux États-Unis, la fête du travail qui est le premier lundi de septembre, fête du Canada, fête nationale du Québec le 24 juin, le vendredi saint ou le lundi de Pâques. Alors c'est le seul congé férié qui est mobile, là, l'employeur peut choisir entre les deux. Et finalement, la Journée nationale des patriotes qu'on vient juste de passer, qui était aussi un congé férié, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 congés fériés là, durant l'année. Et qu'est-ce qui se passe dans certains secteurs, c'est que les entreprises ne peuvent pas fermer. Si vous avez des restaurants, vous avez, mon Dieu, des stations-service, des épiceries, ils vont être ouverts quand même. Donc, si on vous demande de travailler un jour férié, on doit vous compenser. Alors, on peut vous offrir deux choses. Soit une journée de congé payée un petit peu plus tard, ou on vous donne tout simplement un dédommagement monétaire là, dont le calcul peut être assez complexe. Là, c'est selon le nombre d'heures que vous avez fait dans les 4 semaines précédentes. Mais donc, on a le droit de vous demander de travailler un jour férié. C'est pas interdit. Par contre, on doit vous compenser. Et là, les employeurs vont essayer de peut-être de jouer un petit tour. Là. On va vous dire, ah non, t'es étudiant, ça s'applique pas. Ce n'est pas vrai. Tout le monde doit être compensé. Alors, si vous avez travaillé là, la fête des Patriotes, la Journée nationale des Patriotes, il y a une semaine, bien, assurez-vous de recevoir votre dû là, sur votre prochaine paye et de le demander. Donc, on doit absolument vous offrir compensation. Ce n'est pas à prendre en note ici, c'est juste pour le plaisir, curiosité intellectuelle. Ça a l'air de quoi les congés payés dans les autres ou les congés fériés dans les autres pays? Vous ne serez pas surpris d'apprendre dans les pays socialistes, un peu comme le Québec ou le Canada, il y a beaucoup plus de congés, et que dans les pays moins développés ou plus capitalistes, il y en a beaucoup moins. Donc en Allemagne, les Allemands ont droit environ à 20 jours de congés par année, plus 9 jours fériés, ce qui donne un total de 29 jours de congé. Et on s'est amusé à calculer aussi au niveau du salaire minimum. Ça donne combien par mois quelqu'un qui gagne le salaire minimum? Donc, 2150 $. En Chine, alors plus ou moins de congés d'après vous? Naturellement, il y en a moins, mais quand même, 21 jours de congé. Par contre, là, on voit que le salaire minimum donne 242 $ par mois. C'est sûr qu'il faudrait évaluer le coût de la vie aussi, mais on voit que c'est beaucoup plus bas. En Espagne, on est en Europe, donc 22 jours de congé, 14 jours fériés, pour un total de 36 jours par année. Salaire minimum qui amènerait un travailleur à 1140 $ par mois. États-Unis, pays du capitalisme, on a combien de jours de congé? Ouch! Aucun congé payé obligatoire au choix de l'employeur seulement. Par contre, le salaire minimum amènerait un travailleur américain à 1595 $ environ par mois. Ensuite, la France, pays européen, socialiste naturellement, donc 35 jours de congé. Salaire minimum nous amènera à 2154. Et finalement, le Mexique, 6 jours de congé, 8 jours fériés, donc 14 jours par année. Et le salaire minimum amènera un travailleur à 124 $ par mois, donc c'est vraiment pas beaucoup. Donc, ça vous donne une idée, petite comparaison avec nous. Donc, amusez-vous à calculer combien donne le salaire minimum au Québec pour un travailleur. Donc, 13,10 $ multiplié par 35 heures, multiplié par 52, divisé par 12 pour ramener ça au mois. Et vous verrez à combien ou comment on se classe par rapport au salaire minimum que nos normes du travail offrent à nos travailleurs. Maintenant, la semaine normale de travail. En gros, on parle d'une semaine qui est de 40 heures. Il y en a qui font plus, il y en a qui font moins. Les fameuses pauses ou les congés ou les dîners, ça c'est très intéressant et c'est souvent mal compris. Donc, premier point qu'on va noter. Après 5 heures de travail consécutives ici, vous avez droit à une pause de 30 minutes pour manger. Par contre,
le dîner n'est pas payé. Votre employeur n'est pas obligé de vous le payer. C'est sûr que si vous avez le goût de travailler 6 heures et de ne pas prendre de dîner parce que vous ne serez pas payé, puis ça fait votre affaire, puis ça fait l'affaire de votre patron, ben ça va. Alors, ça fait l'affaire de tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais en gros, normalement, après 5 heures de travail consécutif, vous devriez avoir droit à 30 minutes de pause pour faire d'autres choses, pour prendre une pause, pour dîner. Par contre, ce n'est pas payé. Les fameux 15 minutes de pause café, là, comme on les appelle, elles ne sont pas obligatoires. La loi ne les prévoit pas. Par contre, si votre patron décide de vous les donner, il doit vous les payer. C'est plus rare, on va voir ça dans des entreprises syndiquées habituellement, les fameuses pauses de 15 minutes, mais sachez donc que si votre patron vous les donne, il est obligé de vous les payer. Et là, ceux qui calculent rapidement se disent, mon Dieu, je pourrais faire 9 heures par jour et j'aurais droit à seulement 30 minutes de pause. Alors oui, moi je connais des gens, entre autres, qui travaillent en garderie, qui vont faire des journées de 9 heures avec les enfants et qui n'ont que 30 minutes de pause par jour. Maintenant, un employeur peut vous demander de faire jusqu'à 4 heures supplémentaires par jour sur une journée normale de 8 heures, ce qui donne quand même 12 heures. C'est quand même une très bonne journée de travail. Par contre, au-delà de ça, vous avez le droit de refuser. Donc, si on vous demande de faire une 13e heure, une 14e heure, vous avez le droit de refuser et de vous en aller chez vous finalement. Donc, vous n'êtes pas obligé de poursuivre. Naturellement, si ça fait votre affaire, vous faites plus de sous, vous êtes disponible, alors allez-y, hein, ça fait l'affaire de tout le monde, mais vous avez le droit de refuser au-delà de 12 heures de travail par jour. Vous avez le droit de refuser aussi quand on atteint 50 heures par semaine. Par contre, il y a des métiers où on ne peut pas refuser. Vous les connaissez, les infirmières. On appelle ça faire un double chiffre. Ça se peut qu'elles fassent 16 heures par jour, surtout là, dans des métiers où la vie des gens peut être en danger. Ambulanciers, infirmières, médecins. Donc, ces gens-là, parfois, n'ont pas le droit de quitter leur emploi sous peine d'être mis à la porte. Alors, pas évident à conseiller là, quand on a une famille ou des enfants à la maison, ce genre de métier-là. Donc, il faut y penser. L'autre chose, vous avez droit aussi à 32 heures consécutives de repos par semaine. Donc, techniquement, on ne pourrait pas vous faire travailler 7 jours sur 7. Encore là, si ça fait votre affaire, par exemple, vous êtes étudiant, vous êtes dans le temps des fêtes, là, c'est Noël, le jour de l'an, et vous en profitez pour amasser des sous, puis votre patron est heureux, bien, allez-y, il n'y a aucun problème. Mais vous avez le droit de refuser de travailler. Ça fait déjà 6 jours que vous travaillez et qu'on vous demande de travailler une 7e journée. Vous auriez le droit de refuser, puis techniquement, votre patron ne pourrait pas vous mettre à la porte pour ça. Donc, la semaine normale de travail est de 40 heures. Si vous travaillez au-delà de 40 heures, 41 heures, 42 heures, on doit vous payer à taux et demi, ce qui va vous donner presque 19 $, 50 $. Vous avez votre 13 et 10 $ plus la moitié de 13 et 10 $. Alors, on ajoute ça, donc ça vous fait que 19 $, 50 $ là, environ. Alors, voilà. Puis là, encore une fois, on va tenter peut-être d'abuser de vous, de vous dire non, t'es étudiant, ça ne s'applique pas. Malheureusement, pas malheureusement, heureusement pour vous, ça s'applique, peu importe, hein, l'âge, le statut. À la limite, ce serait de la discrimination de mettre ça là, sur le dos ou sur le fait que vous êtes étudiant. Donc, ça s'applique pour tous. Peu importe là, que vous soyez étudiant ou travailleur à temps plein. Maintenant, les absences, les congés. Hein? Est-ce que vous avez le droit de vous absenter? Comment ça fonctionne? Quelqu'un peut prendre, durant une année, là, jusqu'à 26 semaines de congés. Je pense à quelqu'un, par exemple, qui aura un cancer. Donc, on ne peut pas le mettre à la porte pour ça. Naturellement, ça prend un billet du médecin. Par contre, c'est sans salaire, à moins que la personne ait une assurance. Donc, beaucoup d'emplois, beaucoup de vos parents ont des assurances invalidité, assurance salaire. Alors, s'ils tombent malades pour une longue période, puis on dit qu'un travailleur sur 3, durant sa vie, va avoir une invalidité de longue durée, le 3 mois et plus. Donc, c'est important, de vérifier est-ce que vous avez une assurance au travail. Et si vous n'en avez pas, je sais que l'assurance emploi au Canada offre des prestations aussi, mais techniquement, donc, vous auriez droit jusqu'à une demi-année là, de vous absenter sans perdre votre emploi. Si vous aimez votre emploi, vous avez l'intention d'y retourner pour quelqu'un qui aura une maladie là, ou une invalidité à long terme. On sait que pour les parents, ceux qui désirent avoir des enfants, il y a le régime québécois d'assurance parentale. Sans entrer dans tous les détails, la maman a droit à un certain nombre de semaines, le père aussi, 5 semaines, on n'a pas besoin de les prendre en même temps. Et après que ces délais-là soient passés, un des deux parents peut choisir là, le congé un petit peu plus long et rester à la maison pour s'occuper du nouveau-né. Et ça va presque jusqu'à 1 an là, si on met tout ça bout à bout. Alors, on ne rentrera pas dans les détails du RQAP, mais au pire, vous pourriez toujours consulter le site web, mais ça existe. Congés familiaux. Donc, vous avez le droit de vous absenter jusqu'à 10 jours dans l'année. C'est à vos frais si vous n'avez pas d'assurance ou vous n'avez pas de congés payés. Nous, les enseignants, on a une banque de 6 congés par année. Vous, donc, vous auriez droit à 10 jours dans l'année sans salaire.
Par contre, au-delà de ça, ben là, votre patron sera en droit de vous poser des questions et à la limite aussi peut-être de vous licencier là, si jamais vous abusez et vous décidez tout simplement de ne pas rentrer là, au travail. L'autre chose, les normes du travail prévoient très peu de choses dans des cas extrêmement tristes que sont les décès. Entre autres, quand un conjoint, un enfant décède, on a le droit à un seul jour de congé payé par l'employeur, plus 4 autres jours qui sont à vos frais. C'est très, très peu. 5 jours de congé pour le décès d'un conjoint, d'une conjointe ou d'un enfant, ça n'a comme aucun sens. Souvent, les employeurs offrent des meilleurs congés que ça, ou si vous êtes syndiqué, vous allez avoir beaucoup plus, mais c'est vraiment pas, je vois très mal quelqu'un retourner travailler après une semaine dans le cas d'un décès. Par contre, l'autre option qui pourrait s'offrir à vous à ce moment-là, c'est d'aller voir un médecin et de lui demander un congé de maladie, parce qu'il y a la maladie physique et il y a la maladie mentale aussi. Et dans ce cas-ci, ça serait tout à fait normal de prendre plusieurs semaines, plusieurs mois pour vivre un deuil. Donc, si vous avez épuisé votre banque de congés au travail, les normes du travail vous donnent juste droit à 5 jours en tout, bien, vous pourriez tout simplement aller voir un médecin et demander un arrêt de travail. Alors, c'est aussi possible. Par contre, ce serait à vos frais s'il n'y a pas d'assurance au travail. Et s'il y a des assurances, bien là, vous pourriez être payé à 70 ou 66 %, là, tout dépendant des assurances. C'est quelque chose à laquelle on ne pense pas souvent quand on a 16 ou 17 ans, mais en vieillissant comme ça, il y a de plus en plus de chances qu'un jour qu'on doive arrêter de travailler et avoir une assurance au travail c'est un avantage social qui est extrêmement important et intéressant. Maintenant, le fameux uniforme. Hein? Vous allez travailler dans un restaurant, on vous demande de porter un uniforme. Est-ce que vous êtes obligé? Oui, vous êtes obligé. Si on vous exige un uniforme, vous devez le porter. Vous travaillez dans une chaîne de resto rapide et on pense que c'est bon pour l'image de marque, donc vous ne pouvez pas décider de ne pas le porter, ça vient avec l'emploi. Si on vous demande du matériel spécial, bien, en principe, on doit vous le fournir. On vous demande, je ne sais pas, un chapeau, là, si vous êtes cuisinier, pour éviter que les cheveux tombent dans la nourriture, bien, on doit vous le donner. Vous n'êtes pas censé avoir à payer pour ça. Donc, tout matériel spécial, des outils, à la limite même des bottes de travail. Certains travaillent en entrepôt. Techniquement, si on exige des bottes de travail, on devrait vous les fournir. Moi, je connais des élèves qui reçoivent une allocation, on leur donne 100 $, ils s'achètent des bottes de travail. Encore là, c'est vous qui voyez. Si l'emploi vous intéresse, vous dites, c'est pas grave, je vais acheter des bottes, je vais payer 100 $, puis je vais avoir un emploi qui m'intéresse pour les prochains mois, les prochaines années. C'est vous qui décidez. Sinon, vous pourriez le dire à votre patron aussi, écoute, selon les normes du travail, tu es censé payer pour le matériel que tu exiges que j'ai. Par contre, c'est sûr que ça démarre mal peut-être une relation, c'est pas évident. C'est très gênant. Là, on connaît à peine le patron, on a peur de perdre son emploi. Alors, c'est à vous de voir si vous voulez le débourser de votre poche pour obtenir un emploi qui vous tente ou si vous préférez défendre vos droits et en parler là, à votre employeur. Ce qu'il faut retenir, c'est que dès que le vêtement porte le nom, et c'est probablement l'aspect le plus important que vous avez à noter ici en bas, dès qu'un vêtement porte le nom ou le logo d'une entreprise, que ce soit, là je vais nommer des chaînes, là, Tim Hortons, McDo, peu importe, bien à ce moment-là, on doit vous le donner gratuitement. La loi ne précise pas la quantité. Donc, si on vous donne un seul uniforme puis vous travaillez 5 jours de suite, pas génial, vous devez le laver tous les jours, mais la loi prévoit qu'on doit absolument vous donner un uniforme. Ensuite, formation. Souvent, vous avez dans certains emplois un petit peu moins complexes, un peu d'entraînement, quelques heures au début. Et quand c'est des emplois un peu plus complexes, bien là, ça peut prendre jusqu'à une journée ou deux. Alors, toutes les formations doivent être payées. Alors, on ne peut pas vous dire, tu es en formation, tu es en essai, donc pour une journée ou deux, je ne te paye pas. C'est illégal. Encore là, c'est à vous de voir si vous voulez vous battre ou pas pour vos droits. Donc, mais les travailleurs en formation ou en période d'essai doivent absolument être payés pour la formation. Je vous dirais que si on ne veut pas vous payer votre formation, ça démarre très mal. Peut-être que c'est pas... peut-être pas un employeur de confiance, hein, ça vous donne une indication que vous aurez peut-être à vous battre souvent pour faire respecter vos droits. Et peut-être que c'est à réfléchir là, si vous voulez poursuivre votre relation avec cet employeur-là. Même chose pour des réunions. Si on vous demande de rentrer plus tôt, 30 minutes, parce qu'on veut vous briefer, on veut vous faire une réunion avant le travail, ça devrait être payé aussi. Donc, toutes les tâches qu'on exige de votre part, qui est en lien direct avec votre emploi, devraient compter comme des heures de travail et à être payé. Avoir une entreprise, c'est accepter qu'il va y avoir des pertes, il va y avoir des bris de matériel, il va y avoir des frais d'exploitation. Donc, on ne devrait pas vous charger pour des erreurs. Vous travaillez dans un entrepôt, vous avez échappé quelque chose, ça s'est brisé. Donc, ça ne devrait pas être à vous de payer pour ça. Donc, bris d'équipement, vol à l'étalage, travailler dans un dépanneur, on vole. On ne peut pas vous dire à la fin de la soirée, désolé, tu vas nous repayer. Ça fait partie du deal. L'employeur ou le patron qui a une entreprise sait qu'il va y avoir éventuellement des pertes. Par contre,
contre, si vous faites toujours la même erreur, vous brisez toujours la même chose, bien là, peut-être que vous n'êtes pas compétent pour l'emploi. Donc, on pourrait vous mettre à la porte pour incompétence. Si vous faites toujours des erreurs de comptabilité à la caisse, puis vous remettez trop d'argent au client, là, effectivement, ça peut être parce que vous n'êtes pas bon, vous n'êtes pas compétent dans l'emploi que vous occupez. Mais ça arrive une fois, on ne peut pas vous demander de le repayer, de dire on va le prendre sur ta paye. C'est illégal. Alors, si on essaye ça, bien, vous pouvez tout simplement contester. Maintenant, des petites questions qui reviennent souvent. On a fait une petite diapo avec 4 questions que les élèves se posent souvent. Mon employeur me demande de venir travailler 2 heures seulement. Moi, je pensais que les quarts de travail devaient être d'au moins 3 heures. Hein? Beaucoup vont vous dire ça. Est-ce que c'est vrai ou faux que les quarts de travail doivent être d'au moins 3 heures? Bien, la réponse est la suivante. On a le droit de vous demander de rentrer pour 2 heures, mais on doit absolument vous payer 3 heures. Les fameux, comme on dit en anglais, les split shifts, là, on va vous demander de rentrer 2 heures, après ça de retourner chez vous, de revenir travailler une autre 2 heures. Donc, il n'y a pas de problème. On peut vous demander de travailler 1 heure et demie, 2 heures, mais on doit absolument vous payer un minimum de 3 heures. Encore là, on va essayer d'abuser de vous. Je l'ai vu souvent, j'ai eu de nombreux exemples de jeunes à qui on demande de rentrer 1 heure ou 2 heures ou 2 heures et demie, mais à qui on ne paye pas le 3 heures. Donc, c'est illégal. On devrait tout le temps vous payer 3 heures. Je travaille dans un grand magasin, je suis caissière. Mon magasin ferme à 21h, donc les clients sortent à 21h. Mais mon horaire indique que je dois rester jusqu'à 21h30 pour différentes tâches, ménage, peu importe. Est-ce que c'est légal? Oui. Absolument, c'est légal. Hein. Il y a 2 choses. Il y a les heures d'ouverture et de fermeture du magasin, c'est pour les clients, c'est pas pour les employés. Souvent, quand on a un magasin, il faut remplir les tablettes, donc les employés vont rentrer plus tôt, vont partir plus tard. Par contre, on doit absolument vous payer cette demi-heure-là. On ne peut pas vous dire, désolé, le magasin est fermé à 21h, donc tu ne seras pas payé pour les 30 minutes de plus que tu as fait. Donc, c'est légal, mais on doit vous payer. Alors, il faut distinguer les deux. Il y a les heures de travail des employés et il y a les heures d'ouverture des magasins qui ne sont pas les mêmes. Est-ce qu'un patron est obligé de vous consulter pour faire les horaires de travail? Non. Il n'y a rien dans la loi qui oblige un patron à vous appeler. C'est sûr qu'il a tout intérêt à le faire. Bien, il sait que vous êtes à l'école, donc il ne peut pas vous faire travailler la semaine, le jour, mais c'est sûr que s'il fait des horaires tout croche, les employés ne vont pas rentrer, ils vont donner leur démission. Alors souvent, il va s'informer auprès de vous, mais en principe, selon la loi, il n'est pas obligé de vous consulter. Et là, vous devrez vous respecter vous-même à un moment donné. Si on vous demande de travailler 25-30 heures semaine, tout en étant aux études, c'est trop. On dit qu'on ne devrait pas dépasser 15 heures. Alors, si un patron sans arrêt vous fait un horaire là, où ça dépasse ce qui est logique, normal, surtout que vous allez vous en aller au cégep, éventuellement à l'université, il ne faut pas que ça nuise à vos études. Donc, on garde la priorité sur les études. Et si le travail déborde, c'est une discussion à avoir avec votre employeur. Vous lui dites, moi, c'est 15 heures semaine et je pense qu'au-delà de ça, je mets en danger mes études. Je sais que dans les dernières années, il y a une pénurie d'employés. Souvent, on exagérait. Là, suite à la pandémie, on verra ce que ça va donner au niveau du chômage, au niveau de la disponibilité des employés. Mais donc, respectez-vous et on priorise naturellement les études là, au niveau des heures de travail. Si on le veut un petit peu tantôt, je suis infirmière, mon employeur veut m'obliger à effectuer 8 heures de plus. Si je refuse, il me dit qu'il va me mettre à porte. Moi, je pense qu'en réalité, c'est juste 4 heures de plus. Donc, les gens, effectivement, peuvent refuser de travailler plus que 4 heures par jour, sauf si le refus met en danger la vie des gens, soit des collègues ou de la population. Donc, dans ce cas-ci, une infirmière qui quitte et qui laisse les patients seuls met en danger la vie des autres. Donc, elle est obligée de rester au travail. Et j'en parlais tantôt, c'est extrêmement difficile de concilier vie de famille et travail là, dans ces circonstances-là. Le travail des enfants. Qu'est-ce que la loi dit? Premièrement, il n'y a pas, ça c'est extrêmement surprenant, il n'y a pas d'âge minimum pour commencer à travailler. Il y a des enfants, par exemple, qui font de la figuration, qui font des films, qui sont acteurs. Donc, on peut travailler à 3, 4, 5 ans. On peut même faire un rapport d'impôt à cet âge-là. On peut recevoir un salaire, une paye. Alors, il n'y a pas d'âge minimum pour commencer à travailler. Par contre, naturellement, les employeurs sont obligés de s'assurer que l'école passe avant le travail. Alors, pour les horaires, on ne peut pas vous faire travailler pendant les jours de classe. Et il y a une autre loi aussi qui vous oblige à fréquenter l'école au minimum jusqu'à 16 ans, à moins d'avoir déjà reçu un diplôme, ce qui fait que l'école doit toujours avoir priorité. L'autre chose aussi, on ne peut pas vous faire, ça je l'ai dit, on ne peut pas travailler durant les heures de classe. Et en principe, on ne doit pas faire travailler d'étudiants entre 23 heures et 6 heures du matin. Ça tombe sous le sens, là, c'est pour que vous puissiez dormir et être frais et dispo pour l'école. J'ai des élèves qui m'ont déjà dit qu'ils travaillaient la nuit, qu'ils travaillaient à 2, 3, 4 heures du matin.
légalement, c'est pas permis. Là, il y a un gros, pas un gros litige, mais il y a une zone grise pour les élèves là, qui sont en secondaire 5 et qui ont déjà obtenu un 16 ans. Là. La loi est assez complexe, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais gardez comme principe de base là, qu'on ne doit pas vous faire travailler entre 23h et 6h là, lorsque vous étudiez au secondaire. Et ceux qui ont moins de 14 ans doivent obtenir l'autorisation des parents pour travailler. Donc, 13 ans, autorisation. À partir de 14 ans, vous êtes correct. Vous pourriez travailler, donc secondaire 3 à peu près, là, sans obtenir l'autorisation des parents. Souvent, par contre, le frein au travail des enfants, c'est les assurances des employeurs. C'est trop dangereux et les assureurs ne couvrent pas là, si un employé se blesse quand il a moins de 14 ans et même souvent moins de 16 ou 17 ans. Donc, oui, légalement, c'est possible de travailler à partir de 8, 9, 10 ans, mais souvent, les employeurs vont refuser parce que les assurances ne couvriront pas et ils ont des responsabilités légales. Travail des enfants ailleurs dans le monde, bien, vous le savez, là, il y a des millions d'enfants qui travaillent malheureusement, qui lâchent l'école, qui ne vont pas à l'école pour travailler. Ne retenez pas ces chiffres-là, là, c'est juste pour votre connaissance générale. Très peu en Amérique du Nord, très peu en Europe. On a des pays extrêmement développés où l'école est importante, où le système d'éducation a priorité, mais vous allez le voir un petit peu plus là, en Asie, entre autres, avec 33-34 millions de personnes environ là, qui travaillent, en Afrique subsaharienne, en Amérique latine et au Moyen-Orient, puis en Afrique du Nord aussi. Donc, malheureusement, beaucoup d'enfants qui travaillent dans des emplois souvent très, très peu sécuritaires, donc plantation de tabac. Dans les mines, les enfants sont petits, c'est un peu là, comme à la Révolution industrielle, on faisait travailler les enfants dans les mines de charbon parce qu'ils sont petits pour aller dans les tunnels et sortir les trucs. Beaucoup, malheureusement, de prostitution, là, on le voit souvent dans les pays asiatiques. Là. Ensuite, tannerie, emploi des produits chimiques là, pour faire les peaux des animaux ou pour traiter les peaux là, des animaux. Dans le domaine agricole, on va étendre des pesticides sans masque, et ainsi de suite. Donc, c'est dangereux pour ça. Un, ça les retire de l'école, là, ce qui est extrêmement dommageable à long terme pour leur éducation, mais deux, pour leur santé aussi. Donc, c'est extrêmement triste. Alors, quand vous vous plaignez d'être à l'école, obligatoirement, ben, dites-vous que c'est pour votre bien et c'est pour votre sécurité aussi. Maintenant, je vous l'ai dit tantôt, au Québec, on est protégé par les normes du travail pour la plupart des métiers, sauf certains métiers qu'on a vus. Et il y a des secteurs complets qui ne sont pas protégés par les normes du travail, mais qui tombent sous le chapeau du gouvernement fédéral. Et ça s'appelle donc le Code canadien du travail. C'est le code qui établit les normes minimales de travail pour les employés qui relèvent de ces secteurs-là, dont le transport aérien, entre autres. Tout ce qui est aviation relève du gouvernement fédéral, transport routier, transport ferroviaire, les trains, le CN, le CP, transport maritime, tout ce qui est téléphonie, c'est considéré comme un service essentiel. Donc, ces gens-là relèvent du gouvernement fédéral. Tout ce qui est secteur d'énergie, le pipeline, le transport de pétrole et gaz naturel et ainsi de suite. Les banques, les télécommunications, radio, télé. Alors, tout le monde qui travaille dans ce secteur-là n'a pas les normes du travail du Québec, mais est soumis au Code canadien du travail. Ça se ressemble quand même, mais entre autres, les journées de congé ne sont pas les mêmes. Si vous allez dans les banques, par exemple, le jour du souvenir, là, au mois de novembre, c'est fermé parce qu'eux n'ont pas les mêmes congés fériés que selon les normes du travail du Québec. Donc, sachez-le, si un jour vous travaillez pour une banque ou un secteur économique là, qui est à l'écran, ben vous n'aurez pas nécessairement les mêmes normes du travail. Donc, on n'ira pas plus loin dans le Code canadien du travail, mais c'est juste pour que vous sachiez que ça existe. Sachez aussi que ça existe les droits de la personne en matière de normes du travail. De la même façon qu'on ne peut pas refuser de vous embaucher parce que vous êtes d'une religion ou d'une ethnie ou peu importe, vous avez un handicap, mais c'est la même chose aussi pour les conditions de travail. On ne peut pas vous offrir des conditions de travail qui sont différentes selon vos convictions politiques, votre identité, votre expression de genre, un handicap, votre condition sociale, votre religion, sexe, couleur de la peau, race, et ainsi de suite. On a déjà tous vu ça là, au début de l'année, donc on ne peut pas discriminer à l'embauche et on ne peut pas discriminer en emploi non plus. Alors, si j'offre un salaire à tel employé, je dois l'offrir à l'autre personne aussi. Alors, on ne peut pas discriminer là, basé sur tous ces motifs-là. Ensuite, autre chose extrêmement importante au Québec, en 1996, on sait depuis longtemps que malheureusement les femmes sont moins bien payées pour les emplois qu'elles occupent que les hommes, et le gouvernement a pris en main tout ça. Il a décidé d'essayer de ramener à des salaires équivalents des emplois. Donc au début, on avait l'idée que seulement à salaire égal pour travail égal, et on a élargi ça en 96 avec la loi sur l'équité salariale. On veut offrir maintenant un salaire qui est égal, mais pour des travails qui
un travail qui peut être différent, mais qui est équivalent. Puis là, on va donner des exemples là, tantôt qui vont éclaircir ça un petit peu. Alors, ça va beaucoup plus loin. C'est pas juste tu fais le même travail qu'un homme, je te donne le même salaire. C'est tu fais un travail équivalent à un homme, donc tu devrais, dans une même entreprise, obtenir aussi un salaire équivalent. Entre autres, les entreprises qui ont 10 employés et plus au Québec doivent appliquer ça, doivent faire rendre compte au gouvernement des mesures qu'ils ont mis en place, des évaluations qu'ils ont fait des emplois différents à l'intérieur de l'entreprise et doivent prouver qu'ils ont ajusté les salaires en fonction de 4 facteurs. Donc, comment on fait pour décider, par exemple, que le chasseur dans un hôtel qui transporte les valises ou devrait recevoir le même salaire que la femme de chambre? Bien, on regarde, les qualifications qui sont requises. Est-ce qu'on a besoin d'un diplôme? Est-ce qu'on a besoin d'une éducation particulière pour faire ça? 2, les responsabilités. 3, les efforts qui sont requis là, au niveau de l'emploi, que ce soit physique ou intellectuel, peu importe. Et 4, les conditions de travail. Et si on regarde tout ça, puis on se dit, mon Dieu, les 2 emplois ont tous ces 4 éléments-là qui sont pareils, bien, ces 2 emplois-là devraient être payés de la même façon, même si ce ne sont pas les mêmes emplois. Et l'exemple que je donnais tantôt, donc, c'est la femme de chambre à l'hôtel devrait recevoir le même salaire que le chasseur. Le chasseur est un emploi plutôt masculin et femme de chambre est un emploi plutôt féminin. Alors, voilà ce que dit la loi là, sur l'équité salariale. Un emploi à prédominance féminine peut avoir les mêmes responsabilités, les mêmes qualifications et ainsi de suite là, qu'un emploi à prédominance masculine. Et là, on vous donne quelques petits exemples. Dans un commerce, par exemple, une caissière a probablement le même niveau de responsabilité et ainsi de suite qu'un manutentionnaire, c'est-à-dire celui qui manipule les boîtes là, dans l'entrepôt en arrière, donc devrait techniquement être payé là, au même niveau. Malheureusement, les femmes sont encore moins bien payées. Les écarts perdurent. Là. On avait un écart en 2012 de 185 $ par semaine. 2016, on avait encore un écart de 200 $. Je n'ai pas les chiffres là, pour les années récentes, 2019-2020, mais on peut présumer que les femmes ont encore un écart de salaire. Ensuite, quand vous êtes engagé dans une entreprise, votre patron a des devoirs, des responsabilités, entre autres vous protéger, vous offrir le plancher que constituent les normes du travail, mais vous aussi, vous avez des responsabilités et des devoirs comme travailleur. Il y en a 4 en tout. Premier devoir, c'est le devoir de discrétion. Vous avez accès à des informations confidentielles sur votre entreprise. Vous ne pouvez pas divulguer ça à l'extérieur de l'entreprise. Par exemple, un comptable qui voit que son entreprise ne va pas bien là, au niveau de ses chiffres, qu'elle est en difficulté financière, ne peut pas aller sur les réseaux sociaux et divulguer ça ou offrir ces renseignements-là à une autre entreprise. C'est des renseignements qui sont concurrentiels. Alors, on n'a pas le droit de faire ça. Souvent, on va même vous faire signer des contrats de non-concurrence, des contrats d'exclusivité. Donc, vous devez garder les informations confidentielles. Ensuite, vous devez faire votre job finalement. Vous ne pouvez pas jouer à des jeux vidéo pendant que vous êtes payé pour être au travail. Vous devez effectuer votre travail. Vous devez le faire avec prudence envers vous, envers les autres, vos collègues aussi. Prendre les mesures de sécurité nécessaires, respecter les consignes de vos supérieurs. Et si vous ne respectez pas ça, on pourrait vous mettre à la porte parce que vous ne respectez pas là, ce devoir-là. Vous avez un devoir de loyauté aussi envers votre entreprise. Vous ne pouvez pas arriver sur les réseaux sociaux et critiquer votre entreprise. Vous pourriez éventuellement être mis à la porte. Moi, je sais que certaines entreprises interdisent aux employés de parler aux journalistes, de parler aux médias. On doit référer au département de communication. Donc, devoir de loyauté et le secret professionnel. Dans plusieurs métiers, des gens ont accès à des informations confidentielles sur les personnes. Je pense aux pharmaciens, les médicaments, les enseignants. Je ne peux pas divulguer des informations sur les résultats scolaires d'un élève à tout le monde ou en parler sur les réseaux sociaux. Je pourrais perdre mon emploi. Donc, vous devez, vous aussi, comme employé, respecter. Vous avez des devoirs et des responsabilités là, comme employé à faire. Et je vous dirais que c'est un très grand piège des réseaux sociaux. Les employeurs, maintenant, surveillent les réseaux sociaux. Quand on veut vous embaucher, on va voir vos réseaux sociaux, quel genre d'individu vous êtes. Souvent, votre profil Instagram, Facebook et ainsi de suite va révéler beaucoup de choses sur vous. Mais c'est la même chose aussi quand vous êtes en emploi. Faites extrêmement attention avant de parler de votre entreprise ou du métier que vous faites sur les réseaux sociaux. Ça pourrait vous mettre dans le trouble assez rapidement. Donc, on fait extrêmement attention à son utilisation des réseaux sociaux. Et c'est ce qui complète donc notre section du chapitre 6 sur les normes du travail. Alors, c'était un survol, là, je vous dirais, des principales normes du travail qui existent. C'est sûr qu'il y en a beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus complexe. On a vu là, quelques petits détails, les choses de base, les vacances, les congés payés, la semaine normale de travail et ainsi de suite. Sachez donc que durant toute votre vie, probablement, vous allez devoir vous référer aux normes du travail. Vous allez pouvoir conserver vos notes de cours, mais ce n'est qu'un résumé. Il existe
plein de sites. Éducalois, entre autres, est très, très bien fait pour ça. Mais sachez donc que vous avez des droits. Faites-les respecter. Ne laissez pas les employeurs abuser de vous parce que vous êtes un étudiant. Il y a des gens qui ne connaissent pas les normes du travail, d'autres qui sont malhonnêtes. Alors, soyez équipés pour défendre vos droits durant toute votre vie. Et donc, j'espère que vous avez appris quelque chose d'intéressant. Je n'ai pas m'envoyer vos questions sur Team. Je parle pour mes élèves ou même pour les autres. Si vous avez des questions sur votre emploi actuellement, vous n'êtes pas certain d'une situation, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc maintenant, je vous invite à réviser vos notes de cours, peut-être réécouter ou revoir le PowerPoint là, par vous-même. Et quand vous serez prêt, allez compléter le questionnaire en ligne. Rappelez-vous, il y a un temps limite. Vous avez un seul essai, mais vous avez droit à toutes vos notes de cours. Alors voilà, bonne chance pour le quiz. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour le dernier vidéo. Semaine 4, on reste en éducation financière et on va parler du budget. Et la semaine 4 et la semaine 5, donc c'est le même travail, c'est un travail qui est un petit peu plus long. Donc ça va être votre dernier travail de l'école à la maison. Alors tranquillement, pas vite, on s'en va vers la fin de l'année, vers le 22 juin. Donc bonne semaine à vous, bon quiz et bonne lecture et au plaisir de vous voir la semaine prochaine. Bye bye!